Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les ondes et particules. Les ondes sont omniprésentes dans notre quotidien, qu'elles proviennent de l'espace, de la technologie humaine ou simplement de l'activité naturelle de la planète. Ces ondes sont de différentes natures. Pour les étudier, il est nécessaire de les identifier, de mesurer leur impact sur les êtres vivants afin de s'en protéger ou éventuellement de supprimer leurs sources. Donc parlons tout d'abord de ce qu'on appelle les rayonnements. Alors qu'est-ce qu'un rayonnement? Un rayonnement désigne la propagation d'énergie émise par une source. Alors nous on étudiera deux types de rayonnement. Le rayonnement de particules, qui lui est un phénomène de transport d'énergie qui se fait par transport de matière dû au mouvement des particules, qui sont des noyaux atomiques, des protons, des électrons, des neutrons. Et les rayonnements électromagnétiques, que vous connaissez déjà, qui sont issus d'un phénomène de transport d'énergie électromagnétique sans qu'il y ait transport de matière. Alors regardons déjà une petite vidéo sur le rayonnement électromagnétique. Le Soleil est un gigantesque réacteur thermonucléaire qui fonctionne à l'hydrogène. Une partie de l'énergie qu'il émet se propage dans l'espace sous forme de lumière visible bien sûr, mais également d'ondes radio, d'infrarouge, d'ultraviolets, de rayons X et même de rayons gamma lors d'éruptions solaires violentes. En fait, le Soleil émet des radiations dans toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique, radiations qui voyagent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi les 200 milliards que compte notre galaxie qui, toutes, émettent entre autres des rayonnements. Les clichés pris par les satellites nous montrent un ciel foisonnant de rayonnements électromagnétiques. Ils nous font même découvrir des sources extrêmement intenses de rayons X et de rayons gamma qui surviennent dans l'univers lors d'événements violents, comme par exemple les explosions de supernovas. C'est donc une pluie de rayonnements qui atteint la Terre. Atteint? Pas tout à fait. Et heureusement, car une grande majorité des rayons est arrêtée, absorbée par les divers composants de l'atmosphère. Une partie des infrarouges par la vapeur d'eau, une partie des ultraviolets par la couche d'ozone, les rayons X et les rayons gamma par l'oxygène. Il a fallu attendre les années 1960 et le début de la conquête spatiale pour comprendre que l'atmosphère joue le rôle d'un écran efficace contre les rayons X et les rayons gamma. Un écran qui participe à notre radioprotection. Alors, comme on l'a vu, les sources de rayonnement électromagnétique sont nombreuses, donc il faudra que vous les connaissiez. On peut les représenter sous la forme d'un spectre. Donc ce spectre, il est orienté dans ce sens-là ici en fréquence et là ici en longueur d'onde. Donc vous devez savoir que vous avez donc le rayonnement visible qui est entre 400 et 800 nanomètres, que en dessous du rouge, vous avez les infrarouges ici, ensuite les micro-ondes, les ondes radio, et au-delà du violet ou du bleu, vous avez les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma. Alors, d'où viennent ces rayonnements? Alors, les rayonnements du visible, on le sait, par exemple, ils viennent des étoiles, en l'occurrence notre Soleil. Lorsque la température augmente, on a des rayonnements dans l'ultraviolet, donc les sources et les étoiles chaudes. Ensuite, de plus en plus chaudes, on va vers des couleurs de plus en plus blanches. Ensuite, on a le rayonnement gamma qui est dû à des trous noirs ou des explosions de supernova. Lorsqu'on redescend en dessous du rouge, on a les infrarouges. Ce sont des étoiles qui sont dites froides, en l'occurrence qui ont une température plus faible. Bon, rappelez-vous la loi de Wien. Ensuite, on a des gaz froids, donc des nuages de gaz, de poussière, et tout ce qui est ondes radio, avec, en l'occurrence, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, ce qui est issu du Big Bang. Donc, comment peut-on détecter, ou en tout cas détecter ou enregistrer ce rayonnement électromagnétique? Il faut ce qu'on appelle des capteurs. Les capteurs, par exemple notre œil, c'est un capteur qui permet de capter l'énergie lumineuse. Un appareil photographique aussi. Lorsque on va dans les infrarouges, comme on vous a dit que les infrarouges étaient absorbés par l'atmosphère, il faut aller dans l'espace avec un
satellites. Les ondes radio, elles passent, donc on peut les capter à partir du sol avec des radiotélescopes. Et en ce qui concerne les rayons gamma, une partie sont absorbés, donc on peut aller les mesurer dans l'espace et on peut aussi les mesurer à partir d'appareils de mesure de rayons gamma au niveau de la Terre. Alors parlons un petit peu de ce qui concerne l'énergie. Donc l'énergie c'est H nu. Donc l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Donc quand la fréquence augmente, on a une énergie qui augmente. Et en l'occurrence, elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Quand la longueur d'onde diminue ici, là l'énergie augmente. Voilà, donc on a une énergie qui est de plus en plus forte. Et on a donc les rayons gamma qui sont les rayons les plus énergétiques. Le Soleil n'émet pas que des rayonnements électromagnétiques, il perd aussi de sa matière. Cette image, prise par l'un des instruments de SOHO, montre les flots de particules éjectées de la couronne. C'est le vent solaire, qui souffle parfois en tempête lors des éruptions. Cette image, prise avec un autre instrument de SOHO, est intéressante car un cache artificiel masque le disque solaire trop éblouissant. On distingue ainsi plus nettement les immenses panaches qui vont se perdre dans l'espace sur des centaines de milliers de kilomètres. Lors des éruptions, des bouffées de particules viennent irradier la sonde spatiale. Elles laissent de longues traces sur les détecteurs de la caméra. Imaginez un homme présent dans la cabine. Il serait tué en quelques minutes. Le vent solaire n'est qu'une composante du flot de particules qui sillonne l'espace de notre galaxie dans toutes les directions et qu'on appelle le rayonnement cosmique. La Terre, comme les autres planètes, est exposée à ce rayonnement. Mais elle dispose là aussi d'une parade. Elle agit en effet comme un gros aimant entouré d'un champ magnétique qu'on appelle la magnétosphère. Les lignes de force dévient les particules qui s'écoulent de part et d'autre. Néanmoins, le bouclier magnétique présente quelques fuites. D'abord au pôle, où les particules pénètrent par des sortes d'entonnoirs et frappent la haute atmosphère. Sous le bombardement, l'air raréfié s'illumine comme dans les tubes de néon, provoquant les aurores polaires, boréales au nord, australes au sud. C'est le phénomène de fluorescence qui donne ces couleurs si féeriques. De plus, tout autour du globe, le bouclier magnétique n'est pas étanche à 100%. Il laisse passer quelques particules. Lorsque l'une d'elles arrive à une trentaine de kilomètres au-dessus de nos têtes, il ne reste plus que la couche d'air comme dernier rempart. Une couche d'air équivalente à un mur d'eau de 10 mètres, tout de même. La particule percute les premiers atomes d'oxygène et d'azote. Les produits de la collision heurtent à leur tour d'autres atomes, engendrant par cascade une gerbe de particules secondaires, dont certaines parviennent jusqu'au sol. Chaque seconde, il arrive en moyenne en France 240 particules par mètre carré. Cette exposition venant du rayonnement cosmique contribue pour 10% à l'exposition d'origine naturelle à laquelle nous sommes tous soumis. On imagine bien que la formidable protection dont nous fait bénéficier l'atmosphère diminue très rapidement dès que nous prenons de la hauteur. Ainsi, le randonneur reçoit une exposition due au rayonnement cosmique multipliée par 2 à 1500 mètres et par 4 à 3000 mètres. Le passager d'un avion de ligne croisant à 10 000 mètres reçoit une exposition multipliée par 100. Un pilote de ligne effectuant 700 heures de vol par an reçoit une exposition supérieure à la limite autorisée pour le public. Tous les personnels navigants bénéficient donc d'une surveillance de leur exposition. Alors, comment détecter ce type d'onde? On peut utiliser ce qu'on appelle une chambre à brouillard, donc dans laquelle on a de l'éthanol et on voit apparaître les premières particules environ au bout d'une minute. Et la couche d'alcool est sursaturée pour qu'on puisse voir les particules. Alors, une autre façon de détecter, c'est d'utiliser un compteur Geiger avec lequel on détecte des sources radioactives. On peut aussi, et là il en existe un à Mendoza en Argentine, utiliser un observatoire qui permet d'enregistrer les flots de particules qui arrivent sur Terre. Alors que faut-il retenir de tout ça? Eh bien,
il faudra déjà connaître pas mal de choses sur les rayonnements électromagnétiques, mais ça, c'est des rappels. Donc, je vous conseille d'aller voir la fiche rayonnement dans l'univers et on étudiera un certain nombre de documents pour pouvoir s'entraîner pour le bac. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire et d'aller voir la vidéo sur les ondes mécaniques. À bientôt.